Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Clara Hawkins. Clara est institutrice. Elle enseigne dans une école élémentaire dans l'État du Maine aux États-Unis. Elle est passionnée par son métier et elle n'aurait pas imaginé faire autre chose de sa vie. Après avoir passé la matinée à écouter ses élèves, réciter les poésies qu'ils devaient apprendre, elle profita de sa pause déjeuner pour faire l'inventaire du matériel scolaire à réapprovisionner. Elle se rendit compte qu'elle avait tout juste de quoi finir la semaine. Elle avait besoin de feutres, de peinture pour un projet créatif, prévu pour la semaine prochaine. Elle alla dans la réserve commune à toutes les autres classes, pour vérifier si par chance, elle pouvait trouver ce dont elle avait besoin. À peine ouvrit-elle les portes du placard, qu'elle se rendit compte que la réserve était désespérément vide. Elle retourna dans sa classe et sortit de son sac sa carte bleue. Ne pouvant rester dans cette situation, elle décida de commander elle-même le matériel qui lui manquait. Elle décida même d'en prendre un peu plus que ce dont elle avait besoin, pour pouvoir en distribuer aux autres classes. Elle n'était pas allée demander à la direction, car elle était habituée à entendre le même discours. L'école était en manque de subventions et ce genre de situation arrivait souvent. Ce n'était donc pas la première fois qu'elle payait de sa poche du matériel pour l'école. Mais à chaque fois, elle le faisait avec plaisir et sans se plaindre. Elle était installée à son bureau et pianotait sur son ordinateur portable. Elle cliqua sur le lien du site où elle faisait ses achats. Lorsqu'elle arriva sur le site, un bandeau orange vif s'afficha en haut de page. C'était un message du PDG du site. Grâce au succès de son entreprise et des énormes profits que celle-ci avait faits, il avait mis en place un jeu au gain exceptionnel. Pour toute commande dans son site à partir de cette date, et ce durant une semaine complète, n'importe quel acheteur pouvait avoir la surprise de découvrir dans son colis un ticket d'or. Celui-ci était le sésame pour une place gratuite dans le prochain vol suborbital de la navette spatiale Granger 1. Autrement dit, un vol à destination de la frontière de l'espace qui sera franchi un court instant. Une partie des bénéfices de sa société avait été investie dans le développement de cette navette spatiale. Celle-ci avait déjà effectué plusieurs vols avec des passagers au porte-monnaie bien garnis. Il fallait compter pas moins de 250 000 $ pour avoir une place sur un de ces vols. Et malgré cela, il y avait une forte demande, à tel point qu'il y avait une période d'attente de 2 ans minimum pour espérer avoir une place. Il n'y avait qu'un seul ticket d'or à la clé, et apparemment, cela fit exploser les ventes du site. Tout le monde voulait tenter sa chance pour remporter ce ticket pour l'espace. Il y avait plus de détails sur le règlement de ce jeu dans une autre page. Pour éviter toute tentative de fraude de la part du personnel qui pourrait favoriser un membre de sa famille, le ticket allait être placé au hasard dans un des colis par une unité de l'entrepôt complètement automatisée. Clara, très surprise, pensa d'abord à un canular. Et elle croyait même s'être trompée de site. Mais après avoir lu plusieurs fois l'encart, elle se rendit compte que cela avait l'air tout à fait authentique. Il était inimaginable qu'elle puisse gagner ce fameux ticket d'or. Elle n'avait jamais eu de chance pour gagner quoi que ce soit jusqu'alors.
Elle passa commande, sans attente particulière, et elle retourna ensuite à ses occupations chargées de professeur des écoles. Une semaine plus tard, elle reçut sa commande qui avait été directement livrée à l'école. Lorsqu'elle ouvrit le carton, elle eut l'incroyable surprise de découvrir caché parmi les fournitures scolaires le fameux ticket d'or qui avait été mis en jeu. Au début, elle faillit le jeter pensant que c'était un papier sans importance. Mais juste avant, elle jeta un coup d'œil et lut ce qui était inscrit dessus. Il était noté « Ticket d'or, passe pour un vol surorbital », ainsi que la date prévue pour le vol. Celui-ci allait se dérouler dans 2 semaines. Elle avait beaucoup de mal à y croire. Elle ne s'y attendait pas du tout et avait même oublié qu'il y avait un ticket d'or en jeu. Une semaine avant le départ pour l'espace, elle fut contactée par l'équipe qui encadrait le vol. Une visite avait été organisée pour découvrir la base aérospatiale d'où allait partir la navette. Il y avait le pilote de la navette, son nom était Norman Baker. C'était un célèbre astronaute qui avait à son actif plusieurs voyages dans l'espace. Il avait participé à l'élaboration de cette navette, et c'était même lui qui l'avait baptisée Granger 1. Il l'avait nommée ainsi en hommage à son collègue, Victor Granger, qui avait disparu tragiquement au cours d'une mission dans l'espace. Il était sur un des modules en dehors de la navette, et son câble de sûreté s'était détaché. Il n'a jamais été retrouvé. Tout le monde fut ému par cette anecdote, et un silence de plomb envahit la pièce. On expliqua à Clara, et aux autres personnes qui avaient eux payé leur place, comment le vol allait se dérouler. On leur parla des risques bien que minimes, mais qui existent, et qui doivent être pris en compte. Ils furent même autorisés à monter dans la navette pour voir l'intérieur. Il y avait 4 sièges qui avaient l'air très confortables. Chacun de ces sièges avait une double ceinture de sécurité. Il y avait un nombre impressionnant de hublots sur le côté, et même sur le plafond de la navette. On les encouragea à poser toutes les questions qui leur passaient par la tête. Clara demanda alors comment allait se dérouler le décollage. On lui expliqua que le décollage était assez impressionnant, à cause du bruit des réacteurs qui propulsent la navette. Mais après les premières minutes de décollage, le stress est vite remplacé par l'émerveillement quand on se voit quitter la Terre et sortir de l'atmosphère. Clara, qui avait un peu d'appréhension au départ, se sentait plus rassurée en entendant cela. Les jours défilèrent rapidement, et le jour du décollage arriva enfin. Elle fut autorisée à être accompagnée par une personne de son choix, qui allait pouvoir suivre tout le déroulement du lancement dans une salle réservée aux familles avec des écrans géants. Sans hésiter, elle choisit de partager cette extraordinaire aventure avec sa mère. Elles passèrent un moment ensemble et sa mère lui remit son médaillon porte-bonheur qu'elle avait toujours sur elle. Clara devait ensuite signer une décharge au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu. Elle devait signer un document qui stipulait que les membres de sa famille ne pouvaient pas entamer de poursuites contre la société Spartium en cas d'incident. Elle signa le document et alla ensuite se changer au vestiaire et porter une combinaison spécialement prévue pour l'occasion. On lui suggéra de retirer tous les petits bijoux qui, avec la pesanteur, pourraient être perdus. Elle retira ses boucles d'oreilles et sa bague, mais elle garda le médaillon de sa mère. Juste avant le départ, les personnes qui allaient embarquer dans la navette étaient conviées à une petite conférence de presse. Les journalistes ne s'adressaient qu'à Clara. Tout le monde voulait savoir dans quel état d'esprit elle se trouvait. Elle répondit qu'elle était un peu anxieuse, car jamais elle ne se serait imaginé un jour aller dans l'espace. Cependant, elle était heureuse d'avoir gagné et ne laisserait sa place pour rien au monde. La personne en charge de la conférence de presse mit un terme aux questions, car il était temps d'embarquer dans la navette.
Une photo fut prise pour la postérité. La première femme civile à faire un vol surorbital en ayant gagné un ticket d'or. Cela méritait bien d'être en première page. Ils se dirigèrent ensuite tous vers la navette. Ils empruntèrent une petite passerelle et tout le long, on leur rappela les consignes de sécurité. Clara était très attentive aux instructions. Elle s'installa dans le premier siège, juste derrière le pilote. En face de chaque fauteuil, il y avait un hublot pour ne rater aucune miette de ce fabuleux spectacle. Parmi les autres passagers, il y avait Sammy, le fils d'un magnat du pétrole. Harvey, un businessman qui avait fait fortune dans la haute joaillerie. Et Marcus, un rappeur très connu aux États-Unis. Et bien sûr, il y avait aussi Norman, le pilote qui avait participé à l'élaboration de la navette. Celle-ci allait être lancée par un système intelligent automatique. Mais il y avait aussi, à la demande de Norman, la possibilité de commander la navette manuellement, si jamais cela était nécessaire. À travers des haut-parleurs installés dans la navette, on entendait le compte à rebours qui avait été enclenché. La navette se mit à trembler fortement et on entendait un bourdonnement intense qui provenait de la partie faite pour propulser la navette. Clara serra fortement dans sa main le médaillon de sa mère. Car même si jusqu'à présent tous les vols s'étaient bien déroulés, le décollage est toujours un moment délicat, où toute l'équipe est dans un état fébrile. D'ailleurs, dans la salle de contrôle de la base aérospatiale, on entendait les mouches voler. Ce n'était que le 3e vol habité de cette navette. Après quelques minutes, la navette se propulsa et était en route vers l'espace. On entendait retentir de la salle de contrôle des cris de joie et des applaudissements. Le lancement était une réussite et la navette était en pleine accélération avec une pointe à 100 km/h pour pouvoir franchir la ligne de Kármán, la fameuse limite entre l'atmosphère et l'espace. Clara, un peu crispée, s'agrippa à son siège. Elle était traversée par un sentiment curieux. Bien que le lancement se soit bien passé, elle se sentait inquiète, mais elle ne pouvait expliquer pourquoi. Son voisin de chaise le remarqua et lui conseilla de respirer, et il lui assura que tout allait bien se passer. Ces paroles l'aidèrent à se détendre. Elle regarda par le hublot et elle fut bouleversée par ce qu'elle voyait. La navette traversa les différentes strates de l'atmosphère et d'un coup, ils furent plongés dans le noir complet et le silence le plus total, lorsque la navette coupa les moteurs et se plaça en orbite autour de la Terre. Tous s'accordèrent à dire que voler dans l'espace et voir la Terre était vraiment une expérience unique et indescriptible. La navette resta ensuite en suspens quelques instants pour que les passagers puissent admirer la Terre. À cet instant, ils étaient autorisés à retirer leur ceinture et profiter de la pesanteur. Tout le monde riait et s'amusait, et certains essuyaient même quelques larmes, subjugués par la beauté du spectacle. On voyait la Terre, cette sphère parfaitement ronde avec ses couleurs et ses lumières qui faisaient d'elle un joyau dans l'immensité de l'espace. Soudain, alors que tout le monde était dans l'euphorie, quelque chose frôla la navette, la faisant vaciller légèrement. C'étaient des débris rocheux, on aurait dit une pluie de météorites. Des morceaux de roches de tailles différentes se dirigeaient juste devant eux et allaient dans la même direction. C'est comme s'ils étaient attirés par un aimant. Immédiatement, le pilote demanda à tout le monde de s'asseoir et d'attacher leur ceinture. Leur balade dans l'espace allait être écourtée. Il fallait vite retourner sur Terre. Alors que le pilote était aux commandes et qu'il propulsa le moteur, une étrange anomalie apparut juste devant eux, là où les roches étaient restées en suspens. C'était une sorte d'ellipse lumineuse et les roches furent aspirées à l'intérieur de celle-ci. En voyant cela,
Le pilote poussa les manettes pour s'échapper au plus vite. Mais il était trop tard. La navette était aspirée et elle avançait vers cette énorme ellipse lumineuse. Dans la navette, c'était l'incompréhension. Certains criaient et d'autres restèrent pétrifiés comme sous le choc. La navette était à présent entrée dans l'ellipse et elle traversa un long couloir lumineux. Elle était ballottée de part et d'autre, puis d'un coup, les turbulences cessèrent. La navette était à nouveau en plein cœur de l'espace. Mais il semblait qu'elle avait subi un dommage, car on voyait de la fumée s'échapper du côté droit de la navette. Sur le tableau de bord, il y avait un bouton qui clignotait, et cela indiquait que quelque chose au niveau du moteur nécessitait une réparation rapide. Tout le monde se leva et se précipita vers les hublots pour voir ce qui s'était passé. Clara cherchait du regard la terre, et les autres aussi. Mais la seule chose qui était devant eux était une planète rouge. Et tout le monde se demandait s'ils n'avaient pas devant eux la planète Mars. Le pilote regarda aussi par le hublot. Il resta un moment sous le choc en voyant cette planète inconnue. Il regroupa tous les passagers pour une réunion de crise. Il leur expliqua selon lui ce qui venait de se passer. Pour lui, la navette avait été happée dans un trou de verre. Jamais ce phénomène n'avait pu être observé d'aussi près. D'après ce qu'il savait sur le sujet, les trous de verre sont comme des raccourcis qui permettent de voyager rapidement, en parcourant des trajets qui autrement prendraient des centaines d'années. Il semblerait à première vue que la navette ait été transportée à des années-lumière de la Terre. Il leur expliqua ensuite ce qu'il comptait faire. Le plus urgent à présent était d'atterrir sur cette planète inconnue et faire les réparations nécessaires, car le moteur surchauffait dangereusement. Marcus demanda alors comment allait-il faire pour rentrer. Le pilote leur partagea certaines hypothèses émises par des scientifiques à propos des trous de verre. Il était impossible de définir précisément ce qui causait leur apparition. Ils supposèrent que ceux-ci apparaissaient et disparaissaient toutes les 2 heures dans une même zone. Mais ce phénomène ne dépassait jamais plus de 24 heures. Ils avaient donc assez de temps pour réparer et revenir dans la même zone où ils étaient à présent. Il ajouta que dorénavant, c'était lui le commandant à bord, et que chacun devait écouter ses consignes et se soumettre à son autorité. Il assura tout le monde qu'il allait faire tout son possible pour les ramener sains et saufs sur Terre. Marcus, passablement agacé par la situation, lui suggéra de ne pas faire de promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Puis, le pilote se mit aux commandes et se prépara à atterrir sur la planète rouge. Il demanda à tous les autres de s'attacher et de rester calmes. Fort heureusement, il réussit à atterrir sans encombre. Mais on voyait qu'il était préoccupé par les dégâts subis par la navette. Selon lui, un câble de liquide de refroidissement s'était sectionné, ce qui avait causé une surchauffe du moteur, et il n'y avait pas une minute à perdre pour réparer. Il prit quelques outils avec lui. Il enfila une combinaison de cosmonaute et s'apprêta à sortir. Clara demanda alors s'il n'était pas plus prudent que quelqu'un l'accompagne. Il lui expliqua que des civils sans aucune expérience de l'espace ne pouvaient que le ralentir. De plus, il n'avait aucun moyen de savoir si cette planète était hostile, bien qu'elle semble inhabitée. Elle contenait peut-être des agents pathogènes ou parasites mortels pour l'homme. Il lui demanda cependant d'observer un cadran au niveau du tableau de bord et de lui faire signe, quand l'aiguille remonterait de la partie rouge à la partie bleue. Le pilote sortit et procéda aux réparations. Pendant ce temps, tout le monde regardait par les hublots pour voir à quoi ressemblait cette planète. Elle avait l'air d'un paysage de western, mais avec une terre d'un rouge semblable à de l'argile, de la roche, du sable et des énormes monticules de terre de plus de 7 mètres de haut,
qui ressemblaient étrangement à des termitières. Après au moins 20 minutes, Clara remarqua que l'aiguille était remontée dans la zone bleue. Elle fit immédiatement signe au pilote. Après avoir reçu son message, il indiqua au groupe par radio qu'il avait terminé les réparations et qu'il était sur le chemin du retour. Alors que Sami regardait par le hublot, il crut voir du mouvement au loin. Quelque chose se déplaçait sous terre lentement, puis de plus en plus vite. Ils alertèrent tous le pilote et lui demandèrent de rentrer au plus vite. Il frappait aussi fort que possible sur la vitre du hublot pour attirer son attention. Le pilote fit son possible pour rentrer rapidement. Alors qu'il entrait dans le sas de décompression, il vit une énorme créature surgir du sable. On aurait dit un cloporte géant qui s'apprêtait à se jeter sur lui. Mais par chance, la porte du sas se referma bien avant qu'il réussisse à l'atteindre. Puis, il se précipita aux commandes de la navette. La créature cognait contre les parois de la navette. La situation était critique. C'était la panique à bord. Tout le monde criait et suppliait le pilote de se dépêcher. Les secondes paraissaient être des heures, mais il réussit à mettre les moteurs en marche. Et la lumière causée par les réacteurs effraya la créature qui plongea sous le sable et retourna d'où elle venait. La navette se propulsa hors de cette planète et était maintenant dans l'espace. La tension était palpable. Le pilote regarda sa montre pour vérifier le chronomètre qu'il avait enclenché pour ne pas rater leur fenêtre de sortie. Il était soulagé, car il semblait être arrivé à temps. Et effectivement, il se rendit compte tout droit devant que le trou de verre commençait à se former. Mais au même moment, juste derrière eux, ils aperçurent quelque chose arriver à toute vitesse. Un ovni aussi grand qu'un terrain de foot et d'un gris métallique s'approcha de la navette. Il resta immobile tout près de la navette, comme s'il l'observait. Il était difficile de dire quelle était son intention. Mais alors que tout le monde regardait ce spectacle incroyable, le vaisseau s'avança encore plus près et commença à faire feu. Le pilote tenta d'esquiver le tir et fila tout droit vers le trou de verre. Ils étaient tous dans la terreur et la confusion. Le même phénomène qu'ils avaient vécu précédemment se reproduit à l'identique. La navette fut aspirée et les passagers remarquèrent que l'OVNI, lui, était resté au loin. Il ne les avait pas suivis. Ils traversèrent de nouveau le long couloir lumineux. Après quelques secondes, ils arrivèrent au bout du tunnel et ils pouvaient même apercevoir la terre. Tout le monde fut soulagé. Mais il fallait quand même atterrir et cela n'allait pas être évident, car le pilote ignorait si la navette avait subi des dommages après les tirs de l'OVNI. Norman, le pilote de la navette, était en nage, et Clara et les autres pensaient que cela était certainement dû au stress, causé par tout ce qu'ils avaient vécu. Il réussit à atterrir dans une étendue désertique qui paraissait éloignée de la base aérospatiale. D'après l'aspect du paysage, il lui semblait avoir atterri au Texas. Il ouvrit les portes des capsules et tout le monde se précipita dehors soulagé. Ils respiraient tous à plein poumon et certains éclatèrent en sanglots et remercièrent le ciel.
Le pilote était le dernier à sortir de la navette. Il titubait et était couvert de sueur. Il s'avança de quelques pas jusqu'à être hors de la capsule et il s'effondra au sol. Clara se précipita vers lui et les autres suivirent. Personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Marcus attira leur attention sur la jambe du pilote. Celui-ci avait un dard planté dans le tibia. Clara dit alors que ce devait certainement être la créature des sables qui l'avait empoisonné. Aucun d'eux n'avait une formation médicale et le pilote semblait vraiment mal en point. Il était très pâle et ses veines avaient pris une teinte foncée. L'un d'entre eux suggéra d'attendre le véhicule qui allait venir les chercher. Il ne devait plus tarder maintenant. La salle de contrôle avait certainement dû recevoir le signal d'atterrissage de la navette. Ils scrutaient les alentours en espérant voir un véhicule arriver vers eux. Alors qu'ils discutaient, ils furent interrompus par un cri. C'était Clara. Elle s'écroula au sol en pleurs. Les autres lui demandèrent alors ce qui n'allait pas. Sans dire un seul mot, elle pointa le ciel du doigt. Et là, c'est avec stupeur qu'ils virent non pas un, mais 2 soleils. Tous hurlèrent et la panique prit le dessus. Cette planète, bien qu'elle lui ressemblait à s'y méprendre, n'était pas la Terre. Et malheureusement, la seule personne capable de les sortir de ce cauchemar était dans un état critique. Ce vol, qui devait être la plus belle expérience de leur vie, s'était transformé en un cauchemar sans fin. La chaleur sur Terre peut être difficile à supporter, mais sur cette planète avec 2 soleils, c'était une véritable fournaise. Après s'être tous concertés, les malheureux naufragés de la navette Granger 1 décidèrent de quitter le module et de se réfugier dans un endroit où l'air serait plus respirable. L'un d'entre eux suggéra de cacher la navette avec quelques broussailles, car c'était leur seul espoir de rentrer chez eux. Et si par malheur quelqu'un ou quelque chose tombait dessus, leur seule chance de rentrer serait anéantie à tout jamais. Ils n'avaient ni eau ni nourriture, car le vol n'était censé durer qu'une quinzaine de minutes tout au plus. Les hommes portèrent le pilote, et Clara et Marcus marchaient devant, en espérant trouver rapidement un endroit où s'abriter. Il y avait un massif rocheux qui laissait apparaître une entrée. Cette grotte serait pour eux un refuge idéal, et fort heureusement, elle était juste à quelques mètres. Une fois dans la grotte, l'air était plus frais. Cette grotte était immense, et on voyait plusieurs galeries menées vers différentes directions. Marcus, qui semblait avoir pris les rênes du groupe, demanda à Clara comment allait le pilote. Personne parmi l'équipage n'avait de formation médicale. Certes, Clara avait son brevet de secourisme, car elle travaillait dans une école. Mais il était évident que Norman avait besoin de soins médicaux plus importants. Il était brûlant de fièvre et était à présent plein délire. Il balbutiait et répétait sans cesse le nom de son collègue, celui qui avait disparu dans l'espace. Mais c'était Clara qui se tenait face à lui, et non Victor Granger. Cela ne présageait rien de bon. Ils étaient tous complètement dépités, et certains disaient qu'il était peu probable que le pilote s'en tire, et qu'ils allaient probablement tous mourir ici, un par un. Clara haussa le ton et dit qu'il ne fallait pas perdre espoir. Elle serrait dans sa main le médaillon de sa mère et priait pour qu'un miracle se produise. Même si la situation semblait désespérée, elle refusa de se laisser abattre. La nuit était maintenant tombée et l'air était plus respirable. L'un d'entre eux proposa d'aller explorer pour trouver de l'aide. Mais on entendait des bruits d'animaux que jamais il n'avait entendus auparavant. Et il fut décidé d'attendre au moins jusqu'au petit matin. La respiration de l'astronaute devenait de plus en plus difficile. En cet instant, ils étaient à court d'options. Épuisés,
Ils s'endormirent tous à l'exception de Clara, qui resta à veiller sur le pilote. Elle épongeait la sueur de son front quand elle fut surprise par un bruit de moteur à l'extérieur de la grotte. Elle se leva et alla voir ce que cela pouvait être. Elle vit un petit vaisseau atterrir, non loin de l'endroit où eux-mêmes avaient atterri plus tôt dans la journée. Quelqu'un sortit du vaisseau. Il portait une combinaison de couleurs sombres. Et sur son visage, on voyait des reflets métalliques. Clara en déduit qu'il n'était certainement pas humain. Il s'avança et se dirigea tout droit vers la grotte. Effrayée, elle alerta les autres qui dormaient encore. Tout le monde se réveilla en sursaut. Le pilote était encore vivant, mais son état s'était aggravé durant la nuit. Pris par le temps, ils s'enfuirent dans les galeries de la grotte pour se cacher. Sur les murs des galeries, il y avait des cocons qui laissaient apparaître d'énormes larves qui émettaient une lumière phosphorescente. Les larves qui étaient immobiles se mirent à bouger à l'intérieur des cocons. Il semblait qu'elles avaient senti la présence des passagers de la navette Granger 1. Clara était cachée avec eux, mais elle ne quitta pas du regard le pilote. Elle était contre l'idée de l'abandonner. L'étranger entra dans la grotte et fut surpris de voir le pilote seul. Il avait dans sa ceinture ce qui ressemblait à un petit pistolet. Il le saisit et tira sur le pilote. On aurait dit que celui-ci était en train de rendre son dernier souffle. Clara mit sa main devant sa bouche pour étouffer un cri. Alors que tous étaient dans la crainte et le désarroi le plus total, l'inconnu approcha ses mains au niveau de son cou et retira le casque que Clara avait pris pour son vrai visage. Il s'agissait à première vue d'un être humain, un homme qui s'adressait au pilote en l'appelant par son prénom et qui lui demandait de se réveiller. En voulant s'approcher pour voir ce qui se passait, un des hommes trébucha et fit du bruit. L'étranger qui était près du pilote releva la tête. Il s'adressa à eux en disant qu'il savait qu'il y avait quelqu'un. Il leur assura qu'il ne craignait rien et qu'il pouvait s'approcher. Marcus s'avança en premier. Les autres tentèrent de l'en dissuader. En ne voyant aucune hostilité de la part de l'inconnu, les autres suivirent Marcus. Clara arriva en dernier et resta sur la défensive. Comment pouvait-elle avoir confiance en cet homme alors qu'il venait tout juste de tuer le pilote de la navette? Mais contre toute attente, le pilote se réveilla en prenant une profonde inspiration. On aurait dit qu'il était revenu d'entre les morts. Et quand il aperçut l'homme à son chevet, lui-même se croyait réellement mort. Pour lui, ce qu'il voyait ne pouvait être réel, car il s'agissait de son collègue astronaute Victor Granger. Norman se releva et il semblait aller beaucoup mieux. Victor lui avait en fait injecté l'antidote au venin de la créature des sables. Le pilote demanda à son ami des explications, car il le croyait mort. Victor lui révéla alors ce qui s'était passé le jour de l'incident. Juste après que le câble de sûreté ait cédé, Victor dériva dans l'espace pendant un bon moment. Il était à court d'oxygène et il sentait la fin approcher. Mais alors qu'il commençait à suffoquer, il aperçut quelque chose arriver vers lui juste avant de perdre connaissance. Il se réveilla dans une pièce blanche à la lumière éblouissante, et il apprit qu'il n'était pas sur Terre, mais sur une autre planète. Celle-ci avait une technologie bien plus avancée que celle qui existe sur Terre, et Victor se remit sur pied rapidement. Les gens ne possèdent pas de voitures, mais de petits vaisseaux pour se déplacer sur leur planète, et même dans l'espace. Victor était dans son vaisseau, et il entendit dans le système de communication une alerte, car un objet volant d'origine terrienne avait été localisé.
Cela créa une grande inquiétude, car les terriens n'ont pas bonne réputation par ici. Victor se mit en route pour voir ce dont il s'agissait. Clara lui dit qu'ils avaient croisé un vaisseau et que celui-ci leur avait tiré dessus à plusieurs reprises. Victor lui répondit que ce n'était pas des tirs pour leur faire du mal. Il suivit leurs traces de la planète Mars à cette autre planète inhabitée, mais où se trouvent de dangereuses créatures. Et ceci grâce à un tracker que le vaisseau spatial avait placé sur leur navette quand il avait tiré sur eux. Ils étaient tous ébahis et ils écoutaient attentivement le discours de Victor. Le vaisseau qu'ils avaient aperçu demanda à Victor de retrouver la navette et de lui porter secours car il craignait que ceux-ci soient effrayés par leur apparence. Chacun posait des questions pour savoir à quoi ressemblaient ces extraterrestres et comment faisaient-ils pour se faire comprendre d'eux. Mais Victor leur dit qu'il était préférable qu'ils en sachent le moins possible. Le plus urgent était de les aider à rentrer sur Terre. Ils furent interrompus par un bruit venant des tunnels dans la grotte. On entendait quelque chose ramper au sol. Victor leur demanda de vite sortir de la grotte. Le groupe sortit en courant. Victor saisit une arme qui était placée dans son dos. Il resta un peu en retrait dans la grotte, et juste après, on entendit des tirs et des cris de créatures. Puis il arriva en courant vers les passagers de la navette et leur dit de vite embarquer. Le pilote, Clara et les autres lui demandèrent alors comment allait-il pouvoir rentrer sur Terre. Victor leur dit qu'il leur restait une dernière chance pour rentrer. En arrivant sur cette planète, il avait repéré une anomalie dans l'espace qui indiquait qu'un trou de verre était en train de se former. Et c'était sans doute le dernier de cette série d'apparitions. Mais il fallait vite se dépêcher pour s'y rendre. Et si par malheur ils n'arrivaient pas à temps, ils pouvaient dire adieu à leur dernier espoir de retourner sur la Terre. Sans perdre une minute, ils allèrent vers le module qui les avait transportés ici. Ils étaient à court de carburant et Victor remplit le réservoir d'un liquide phosphorescent. Le pilote le regarda d'un air déconcerté, mais Victor lui assura que c'était un carburant universel et que cela fonctionnerait pour mettre en marche la navette et rentrer sur Terre. Norman lui demanda alors de venir avec eux, mais Victor refusa. Il n'avait plus aucune famille sur Terre, et sa vie était maintenant ici. Victor escorta la navette jusqu'à l'endroit où il avait repéré l'anomalie. Il resta à bonne distance pour ne pas être happé lui aussi. La navette fut aspirée par le trou de verre et ballottée dans tous les sens. Et après être sortie du long couloir lumineux, la navette spatiale arriva à son point de départ près de la Terre. Le pilote enclencha directement le protocole d'atterrissage d'urgence. La navette traversa toutes les couches de l'atmosphère et lorsqu'il aperçut la terre ferme, il déclencha les parachutes. Cette fois-ci, ils étaient bien rentrés chez eux. Mais au lieu d'être accueillis à bras ouverts par l'équipe de la navette spatiale, une horde de véhicules de police et du gouvernement les encercla. Personne ne comprenait ce qui se passait. Les passagers de la navette Granger One étaient même contraints de sortir les mains en l'air. Le pilote s'avança en premier et demanda pourquoi on leur avait réservé un tel accueil. Un homme en costume noir et à la démarche de cow-boy s'avança vers lui. Il se présenta et dit qu'il était l'agent Taylor, de la sécurité du territoire. Il informa le groupe que la navette Granger One avait été portée disparue depuis 1 an. Tout le monde tomba des nues. Pour un vol surorbital qui devait durer à peine 15 minutes, ils avaient en fait erré dans l'espace pendant 1 année complète. L'agent Taylor leur demanda de les suivre. Ils allaient être interrogés un par un pour comprendre ce qui s'était passé. Victor leur avait fait jurer de ne rien dire sur lui et sur l'OVNI qu'ils avaient aperçu. Et sur le chemin du retour, lorsqu'ils étaient encore dans la navette, ils s'étaient tous mis d'accord sur quelle version donner.
Il n'allait parler que de l'anomalie observée dans l'espace et rien d'autre. Après avoir pris leur déposition dans une base aérienne située dans la zone 51, ils furent autorisés à retrouver leur famille et la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Clara retrouva sa mère et son poste d'institutrice à l'école élémentaire. La vie reprenait son cours. Alors qu'elle se rendait à son travail, elle remarqua qu'elle était toujours suivie par une voiture noire aux vitres teintées. Et lorsqu'elle rentrait chez elle et qu'elle regardait par la fenêtre, la voiture était garée à quelques pâtés de maisons plus loin. Elle resta en contact avec les autres passagers de la navette. Ils s'appelaient au téléphone régulièrement pour prendre des nouvelles les uns des autres. Et tous avaient remarqué qu'un véhicule les suivait en permanence dans tous leurs déplacements. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leurs lignes téléphoniques étaient elles aussi sous surveillance. L'agent Taylor avait de sérieux doutes quant à la version donnée par les passagers de la navette Granger One. Il était convaincu que ceux-ci avaient certainement croisé une autre forme de vie dans l'espace. Et après avoir analysé la navette et découvert les traces d'un carburant inconnu sur Terre dans le réservoir de celle-ci, cela ne fit que confirmer ses doutes. Il ajouta ce dossier inexpliqué à un autre concernant la disparition d'une adolescente à Roswell, il y a de cela 3 ans. Celle-ci coïncidait avec de multiples témoignages, indiquant l'observation d'ovnis au moment des faits. Bien qu'il n'ait aucune idée de ce que ces passagers aient réellement vécu, il était tout de même confiant quant à l'issue de l'enquête sur ces affaires. Car en ce moment même, dans une base secrète de la NASA, le gouvernement travaillait sur un projet top secret qui lui permettrait sans doute de très prochainement avoir toutes les réponses à ces questions. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.